des bestioles qui sont colorées, qui ont des formes de poissons, telles qu'on peut les imaginer, des fois pas, qui peuvent être sympathiques et câlins, comme là par exemple. Elle nous aimait celle-là, elle ne voulait pas nous quitter. Et c'est pas une sèche apprivoisée, on la connaissait pas. Voilà. Donc on voit voilà, des formes un petit peu variées et qui vivent donc proches du fond, mais ils ne sont pas dépendants du fond. Ils peuvent se déplacer. Et c'est des bons nageurs encore. Et ensuite, on va arriver complètement au fond, sur la partie benthique. Alors là, c'est l'explosion. Les formes bizarroïdes, vous en avez plein. Et par exemple, ça, c'est un animal. Vous avez avant un pleurobranche tortue. Là, vous avez un parazoontus. Donc là, les formes sont complètement délirantes, folles. Et on a des fois du mal à faire le distinguo entre du végétal et de l'animal. Là, une araignée, par exemple, aussi. Il y en a moins qu'à Saint-Malo, des araignées, mais de temps en temps, ça arrive, on en voit. Celle-là, elle était très câline et très curieuse d'ailleurs, parce qu'elle a même enjambé la caméra. Donc, c'est... Voilà. Donc là, une explosion de formes, mais là, ce sont des bestioles qui sont dépendantes du fond. Ils ne peuvent pas quitter le fond. Alors maintenant qu'on est au fond, on est où? On peut être dans les prairies sous-marines. Sur Terre, qu'est-ce qu'on a? On a des prairies. Qu'est-ce qu'on a dans les prairies? On a des vaches en train de brouter. Eh bien, on a exactement la même chose sous l'eau. On a des prairies, c'est des posidonies, et on a des vaches. Non, on a des saupes. Les saupes, c'est des poissons qui broutent les posidonies à longueur de journée. C'est les vaches de la Méditerranée. On peut tomber sur un fond de sable. Donc un fond qui a priori ressemble au désert du Sahara, il n'y a rien, il y a du sable à perte de vue. On se dit, oh, qu'est-ce qu'on fait là? Demandez à un plongeur, tiens, on va te faire une plongée sur le sable. Il s'enfuit en courant, il vous dit, il n'y a rien à voir sur le sable. Eh bien, détrompez-vous. Il y a plein de choses à voir, sauf que ça se cache. Mais il n'y a pas d'endroit pour aller se planquer. Donc les corps se sont adaptés. Les modes de vie se sont adaptés de manière à être le moins visible possible, sinon on se fait bouffer sous l'eau. Donc le sable héberge pas mal de vie. Alors, on a vu les prairies, on a vu le désert, soi-disant. Maintenant, on va aller à la capitale, dans la grande ville, à l'heure de pointe, au moment où les gens sortent du boulot. Ça, c'est le coralligène. Alors là, si vous voulez une explosion de vie, c'est là qu'il faut aller. La roche et le coralligène, c'est un endroit, mais qui éclate de couleurs et de vie, et jour et nuit. Et puis, le dernier endroit, c'est les épaves. Les épaves qui sont au final, deviennent des récifs artificiels. Alors, suivant l'endroit où elles ont atterri, ça sera plus ou moins riche. Mais c'est toujours beaucoup plus riche que ce qui se passe autour. D'accord ? Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de nous déplacer horizontalement, puisqu'on est arrivé au fond, et d'aller d'abord sur les épaves, ensuite sur le coralligène, puis le sable, puis l'herbier. Alors, dans la région, on est très bien doté en épaves de toutes sortes, de tout âge. Sachant que là, je vous ai mis que ce qu'il y a autour des îles d'Hyères, et je ne vous ai pas encore tout mis. Alors si on fait ça de Marseille à Nice, c'est infernal. Des épaves, il y en a de partout. Donc nous, on a la chance dans notre coin d'avoir une épave qui est mythique, que les plongeurs du monde entier viennent voir, c'est le Donator. On a aussi le grec. Ces deux épaves, on va aller plonger dessus, on va voir un peu la tête que ça a. On a le Michel C. Donc le Donator et le grec, c'est des épaves récentes. C'est des épaves qui datent de la dernière guerre. Ensuite, vous allez avoir le Ville-de-Grâce qui, par exemple, lui est plus âgé, ça va être dans les 1800 et quelques. Vous allez trouver le Sally of New York qui, lui, est plutôt un bateau dans des années 60. Il y a un peu de tout. Chacune de ces épaves va abriter plus ou moins de vie, suivant l'endroit où elle est tombée. On a même un avion, il y a un Mustang qui a été abattu pendant la dernière guerre mondiale. Voilà, donc on a des avions,
On a un bateau, une vedette, là, le Maroupa. Le Maroupa, il y a une légende qui dit que c'était le bateau de Charles Aznavour. Et que, voilà, mais bon, ça n'a jamais été démontré. Alors, commençons par visiter une épave. Avant, il faut savoir que, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude scientifique qui le dit. Globalement, on sait que dans un rayon de 100 mètres, hein, donc un diamètre de 100 mètres et un rayon de 50 mètres de chaque côté d'une épave, on constate à peu près plus 340% de vie qu'ailleurs. Ça draine énormément de vie, une épave. Quand vous allez un petit peu plus loin, 150 mètres de plus, on tombe à 240% de vie en plus. Puis plus vous vous éloignez, plus on revient à la normale. Mais les épaves, c'est vraiment une source de vie. Pour vous donner un exemple, il y a 40 et quelques années, on plongeait sur l'épave du Donator, qu'on va aller voir tout à l'heure. Et cette épave du Donator, on passait dans les coursives. Il y avait des gorgones, on verra tout à l'heure ce que c'est, qui étaient toutes petites, donc on passait à l'aise dans les coursives. Maintenant, si vous essayez de passer dans les coursives, vous êtes obligé de casser toutes les gorgones. Elles obstruent totalement le passage. C'est propice à la vie, une épave. Alors, là-haut, en haut à gauche, vous avez le Donator quand il flottait encore, et là, vous avez une petite balade sur le Donator. Voilà, donc là, sur cette plongée, on a été accueillis par un banc de sars à tête noire. Alors, il y en avait un ou deux. Vous voyez, au-dessus, là, les petits poissons qui passent comme ça rapidement, c'est des anthias. Là, on a des dorades. Donc là, c'est une épave au sable, on est dans la zone des 50 mètres à peu près. Hein. Voilà, vous voyez, ça grouille de vie. Là, on est en plein milieu du banc de poissons. Alors des fois, c'est des cérioles qu'on trouve. Cérioles, c'est des espèces de petits thons. Là, on va rentrer dans l'épave pour voir un peu ce qui se passe. Alors là, elle part en cacahuète, hein, l'épave. Il y a 40 ans, tout était fermé, là, on ne voyait pas à travers. Là, maintenant, on voit à travers. Ce bateau, c'était un pinardier. Son vrai nom, c'est le Prosper Scafino. La famille Scafino, c'était des armateurs sétois qui ont finalement perdu tous leurs bateaux un peu avant-guerre et beaucoup pendant la guerre. Et à la fin, il ne leur restait plus que le Donator. Et malheureusement, le Donator, en transportant du vin, il a tapé une mine et il a coulé pas loin de Porquerolles. Et c'était un des premiers bateaux à transporter du vin en citerne et en barrique. À l'époque, c'était que des barriques. D'ailleurs, quand on plongeait au début, une petite murène au passage, quand on plongeait au début, dans les cales, on trouvait les cerclages des barriques et les morceaux de bois des barriques. Maintenant, il n'y en a plus. Et les citernes sont toujours à poste. Mais ça a été un des premiers bateaux à faire un transport mixte. Voilà, quelques sars encore. Un spirographe, c'est un ver. Ça a du panache, un ver sous l'eau. Hein, c'est pas le petit ver de terre qui se tortille dans le jardin. Voilà, et là, on va quitter le fond. Donc là, les quelques habitants qu'on a croisés sur cette épave, anthias, un sars à museau pointu, le sars à tête noire, la dorade royale, tous ces poissons, ils ont en commun quelque chose. Ils ont en commun le fait qu'ils sont munis de nageoires. Curieux pour un poisson d'avoir des nageoires. Et donc la caudale sert à la propulsion, les pectorales, elles servent à la direction, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné on puisse aller à droite ou à gauche. Et les autres, les abdominales, anales et dorsales, ça sert plus ou moins à l'équilibre, à corriger la position. Alors après, ces nageoires, elles peuvent prendre des formes diverses et variées, ça dépend des poissons. Si par exemple vous prenez une murène qui est une espèce de long serpent, qu'on a aperçu là tout à l'heure sur le Donator, la nageoire dorsale, elle va être sur toute la longueur du corps. Mais globalement, voilà, le principe c'est ça. On a à peu près ces nageoires-là sur à peu près toutes les bestioles qui nagent, et ça leur permet donc de se déplacer sans aucune espèce de problème. Ça respire aussi un poisson, faut pas croire. Nous c'est dans le détendeur, eux c'est dans l'eau. Donc l'eau rentre par la bouche, les branchies vont faire leur travail, vont extraire l'oxygène, et donc par les ouïes on va avoir la sortie de l'eau. Et donc le poisson va respirer comme ça, ad vitam aeternam, sans aucune espèce de problème. Un poisson, ça y voit, mais ça y voit pas tout à fait comme nous. Globalement,
vous imaginez deux demi-sphères de donc 180 degrés dans tous les sens, vertical et horizontal. Vous avez deux demi-sphères. Si ces deux demi-sphères étaient parfaitement côte à côte, ça formerait une sphère. Mais là, ce n'est pas le cas. Les deux demi-sphères, elles se croisent devant le poisson. Et donc, le fait que ces deux demi-sphères se croisent devant, ça fait qu'il y a une petite zone, pour les prédateurs environ 30 degrés, pour les proies environ 20 degrés, où le poisson voit en relief. Par contre, sur le côté, là, il ne voit pas en relief, il voit à plat. Pourquoi il y voit comme ça, le poisson? Ben, tout simplement parce que les yeux sont passés de chaque côté de la tête. Nous, ils sont placés là, eux, ils sont placés de chaque côté de la tête. Donc, du coup, ben, il y a un angle mort à l'arrière. Alors, on pourrait se dire, ah ah, s'il y a un angle mort, il suffit que j'arrive par là et niap, il ne va pas me voir arriver. Non. Vous allez voir, ils ont une arme de guerre secrète. Alors, le poisson, il a des yeux comme nous, hein, sauf que chez nous, quand un objet est proche, on a notre cristallin qui va se bomber. Et chez le poisson, naturellement, il est bombé. Donc, pour lui, pas de problème, il y voit. Il y voit bien pour un objet proche. Quand l'objet est éloigné, nous, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Le cristallin, il s'aplatit légèrement. C'est possible, ça marche chez nous. Mais chez eux, non, ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas faire ça, donc du coup, ils sont myopes. Alors, vous ne verrez jamais des poissons avec une paire de lunettes, hein, mais il n'empêche qu'ils sont myopes. Voilà. Alors, là, on va faire un petit tour vers une épave un peu plus vieille, 1848. C'est le Val-de-Grâce. Et là, c'est une épave qui, d'après une légende tenace, contient un secret et un trésor de pièces d'or. Ça, c'est ce que dit la légende. Et donc, le Val-de-Grâce, il a fait naufrage en 1851 à 3 h du matin. Et donc, il y a pas mal de pièces d'or qui sont parties au fond. Voilà. Alors là, on est dans une zone de la rade de Hyères qui est plus sédimentaire. Et donc, on ne trouvera pas les splendides gorgones. Par contre, on a un fond de sable qui est propice à la vie. Par exemple, ici aux Acidies, juste avant, on a vu une pénatule. Donc, sur ce sable, on va trouver une vie différente de celle qu'on a vue tout à l'heure. Vous voyez, sur les parois de la coque, on n'a pas grand-chose d'accroché. C'est pourtant une épave comme l'autre, hein, c'est de la ferraille. Mais ça ne réagit pas pareil parce que ce n'est pas au même endroit. Là, c'est sur un fond plus sableux. Voilà, là, sous la tôle, on a un petit congre là-bas, là, qui est là-bas derrière. La star de la Méditerranée, à savoir le mérou, que voilà, nonchalant. Là, on a une protule lisse. Alors, c'est pas un spirographe, hein, comme on a vu précédemment, parce que son panache a la forme d'un fer à cheval, à celui-là. Mais c'est un peu la même chose, c'est un ver. Un sar à tête noire. Vous voyez, on voit bien les roues à aubes, hein, et ce qu'il en reste. Donc, jolie petite épave. Ça, c'est pour vous montrer la difficulté qu'il peut y avoir pour remonter sur un bateau quand vous avez 25 kg sur le dos. Et qu'il y a 2-3 petites vaguelettes. Alors là, on a vu un mérou, on a vu un congre, entreperçu un congre, un cerf-en-chèvre, des rouges et barbés. Et donc, ces poissons, comme les précédents, ils ont des nageoires, c'est vrai, et on a vu qu'ils sont capables de voir, hein, mais pas que. Ils sont aussi capables de ressentir les changements de pression grâce à ce qu'on appelle la ligne latérale. La ligne latérale, je ne sais pas si vous la voyez, vous voyez où j'ai mis la flèche là, il y a une espèce de trait noir là qui part de la tête et qui va jusqu'à la queue. Eh bien, tous les poissons sont équipés plus ou moins. Il y a certains en ont pas. Je pense notamment au Joël, mais les autres en ont. Et cette ligne latérale elle peut être droite, elle peut être concave, elle peut être convexe, elle peut être en zigzag, ça dépend des poissons. Mais globalement, tous, peu ou prou, ont une ligne latérale. Et à quoi ça sert ce truc-là? Eh bien, ça va pallier justement au problème qu'on a vu tout à l'heure de « je vois pas dans le dos ». Nous, on peut tourner la tête, mais le poisson, il ne peut pas tourner la tête, il n'a pas de cou.